bonjour à toutes et à tous. Je suis étonné de voir des visages aussi jeunes. Beaucoup de visages jeunes. Habituellement, dans ces conférences, il y a beaucoup de personnes qui sont plus âgées, ou alors des jeunes parents aussi, qui ont perdu leur petit. Donc c'est assez réjouissant parce que ça dit un truc important. Ça dit qu'il y a quelque chose dans notre société qui peut être en train de changer. Je le vois depuis plusieurs années, on prend conscience que ce processus de deuil est quelque chose de tellement méconnu, tellement peu enseigné, tellement peu partagé que les gens qui ont besoin d'être aidés ne peuvent pas vraiment être aidés correctement. Et s'il y a des personnes jeunes, des jeunes enseignants en formation qui vraiment s'approprient cette connaissance-là, ça peut vraiment changer le deuil pour l'accompagnement à la fois des petits, des ados, mais également des parents. Bon. Donc aujourd'hui, ce soir, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous une connaissance. Bon, c'est sur 1h30, 2 heures, on va voir le temps. Ça paraît long, 2 heures, vous verrez, ça va super vite. De partager avec vous cette connaissance du deuil. Parce que quand on perd quelqu'un qu'on aime, que ce soit son petit, un compagnon, une compagne, un parent, on se retrouve, alors même que l'être humain meurt depuis la nuit des temps, on se retrouve confronté avec la souffrance de la perte, mais également la souffrance, la peur, l'inquiétude, la confusion face à tout un processus qui se déroule en soi et qu'on ne comprend pas parce qu'on ne l'a jamais enseigné, ni à l'école, ni un peu dans des films, un peu dans des séries, mais on ne connaît pas ce qu'est le processus de deuil et ça peut générer beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'impasse parfois, parce qu'on ne sait pas, et beaucoup de pensées où on se dit, mais ce que je suis en train de vivre n'est pas normal. C'est un deuil pathologique, c'est un deuil compliqué, alors que c'est quelque chose qui a besoin d'être connu, parce que plus avec la connaissance vient une certaine façon, ça permet de maîtriser un peu plus le processus. Donc c'est vraiment cette connaissance qu'on va partager avec vous pour que vous puissiez l'approprier, parce que l'accompagnement du deuil, c'est pas le fait des psys, c'est pas, oui bien sûr, ou des bénévoles d'accompagnement dans des associations, mais c'est nous demain. La personne que vous aimez le plus perd un proche, vous allez être sollicité, vous allez devoir répondre présent. Et si vous avez un minimum de points de repère sur qu'est-ce que c'est le deuil, comment aider quelqu'un en deuil, ça peut être vraiment une différence majeure et vous pouvez apporter à quelqu'un une aide inestimable, faire vraiment parfois une différence dans sa vie. Donc c'est vraiment hyper important qu'on puisse partager ces choses-là. Alors, d'abord, on va parler de deuil. Qu'est-ce que c'est que ce fichu processus de deuil? Qu'est-ce que c'est que le travail de deuil? Il y a plein d'idées complètement méconnues par rapport à ça. Il faut d'abord comprendre une chose. Si ennemi il y a, c'est pas le processus de deuil, parce que plein de gens disent non, je veux pas faire le deuil, je veux pas oublier. Il y a vraiment plein de gens qui tirent à vue sur le processus de deuil, mais s'il y a un ennemi, c'est pas le processus de deuil, c'est la perte de la personne qu'on aime. Il est là, elle est là, la seule et unique souffrance, elle est là. Mon petit est mort, mon compagnon, ma compagne est morte, mon parent est mort, la personne que j'aime est morte. Et de cet instant va se déployer le processus de deuil. Mais lui est la chose la plus bénéfique qui se déploie en nous pour prendre soin de cette gigantesque blessure qui est la perte de la personne qu'on aime. Donc on va parler en fait d'un processus d'une bienveillance hallucinante par rapport à nous. Et c'est la première définition du deuil. Ça va être le fait de le voir comme processus de cicatrisation. Je prends toujours les mêmes exemples. Pour ceux qui ont déjà suivi cette conférence-là, je me répète comme un perroquet, mais il n'y a pas de deuil, il n'y a qu'un processus de deuil. Imaginez que vous vous blessez, qu'il y a une grosse blessure, pas une écorchure, vraiment une grosse blessure. À l'instant même, il y a cette blessure-là, il y a en nous, au-delà de notre volonté,
au-delà de notre force de caractère, au-delà de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas, il y a quelque chose d'extrêmement intelligent qui se met automatiquement en marche pour créer toutes les conditions de la cicatrisation de cette plaie. C'est extrêmement intelligent. On ne décide pas de dire, bon, alors il faut que je fabrique des cellules de peau, des cellules de muscles. Si on s'est cassé, il faut que je fabrique. On ne sait pas faire. D'ailleurs, on ne saurait pas faire. Si le processus de cicatrisation du corps physique était conscient, on serait mal. Alors que c'est cette intelligence qui se déploie et on lui fait confiance. On est blessé, on crée des conditions pour avec des pansements et autres, mais on s'installe dans une espèce de confiance fondamentale que notre plaie va être prise en charge par cette intelligence de notre corps qui va cicatriser cette plaie physique. Eh bien, pour la perte d'un proche, c'est exactement cette même intelligence qui se met en mouvement, sauf que c'est psychique. On a la perte, la blessure profonde je vais prendre souvent des exemples de parents, parce que d'enfants et de parents, parce que j'accompagne beaucoup les parents après la perte d'un petit. Donc c'est vraiment la perte, par exemple, du petit qui est là, donc une énorme brèche dans le cœur, un truc abyssal, et immédiatement, au-delà de toute volonté, au-delà de ce qu'on veut ou veut pas, au-delà de sa force de caractère, c'est extrêmement inconscient, se mobilise cette intelligence fondamentale qui va œuvrer lentement, parce que la blessure est très profonde, qui va œuvrer lentement à la cicatrisation psychique. Quand on dit cicatrisation psychique, c'est pas revenir à l'état antérieur. Bien évidemment, quand on regarde le bras, on voit qu'il y a une cicatrice qui dit « Ah, il s'est passé quelque chose ». Mais la cicatrice physique a restauré l'intégrité physique. De même, quand on perd quelqu'un qu'on aime, il y a cette blessure fondamentale et il reste une cicatrice dans le cœur qui se réactive sous forme du manque au fil des années, qui sera active à Noël, qui sera active le jour anniversaire du décès, etc. Mais qui a pour fonction de préserver l'intégrité de la personne. Donc, c'est la chose la plus bienveillante, la plus salutaire qu'il soit. Donc déjà, positionner le deuil comme la chose la plus importante quand on a perdu quelqu'un qu'on aime, c'est déjà le mettre sous un aspect beaucoup plus positif. Il y a une deuxième façon de comprendre le processus de deuil, c'est le fait de passer d'une relation extérieure à une relation intérieure. Qu'est-ce que c'est ? Christine, par exemple. Christine, il y a une relation avec Christine qui est fondée sur le fait que je te vois, je t'entends, je te serre dans les bras, enfin, on échange, donc il y a une relation extérieure, objective, qui est sensoriellement déterminé, c'est-à-dire qu'il passe par les sens. Je te vois, je t'entends, etc. Et donc, si Christine meurt brutalement, désolé, si Christine meurt brutalement, ça va aller, ça va. Tu vas faire une sortie de corps, une EMI, et tu viens demain pour voir ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui est la rupture de ce lien, et le processus de deuil, c'est ce lent chemin salutaire mais lent quand même, qui consiste à passer d'une relation extérieure, objective, déterminée par les sens, à tout doucement une relation intérieure, subjective, non déterminée par les sens. Et donc, plein de gens pensent au deuil. Non, le deuil, non, je veux pas oublier. C'est exactement l'inverse. Le processus de deuil porte la promesse fondamentale, toujours tenue, de recréer un lien à l'intérieur. Pas le même, bien sûr. C'est pas son petit, quand il se couche le soir, on peut plus lui faire un bisou. On peut pas aller le réveiller le matin pour lui faire un autre bisou. Mais donc c'est forcément changé. Elle est là, la cicatrice, parce que ça reste douloureux. Mais le processus a aidé à recréer le lien à un autre niveau. Donc ce n'est pas la perte. Ça met du temps avant de recréer le lien à un autre niveau, mais ce n'est pas la perte. Donc, un processus intelligent de cicatrisation
et une restauration du lien que la mort a interrompu. C'est ça le processus de deuil. Là, on peut se demander, mais qu'est-ce qui fait que chez une personne, il y a le processus de deuil qui se met en marche? C'est quoi la cause première de la mise en route de ce processus de deuil? C'est quoi la cause première, à votre avis? L'absence. L'absence, c'est l'absence, oui, mais je dirais même avant. La cause première. Si je ressens l'absence, le lien, boum, exactement. C'est le lien qui détermine la mise en route du processus de deuil. C'est pour ça que, c'est le lien émotionnel qui détermine essentiellement la nécessité psychique de mettre en place un processus de deuil. S'il y a un petit lien émotionnel avec quelqu'un, cette personne décède, il y aura entre guillemets un petit processus de deuil peu intense. S'il y a un lien très fort émotionnel, il y aura vraiment une intensité du processus de deuil vraiment de façon assez costaud. Et c'est pas forcément un lien de sang, hein. C'est peut-être c'est un lien d'affection, un lien d'amour, un lien d'amitié, mais quelque chose qui est de l'ordre du lien. C'est vraiment la cause première. Et d'ailleurs, un point important, quand vous rencontrez quelqu'un qui a envie de partager avec vous ce qu'il est en train de vivre dans le deuil, vous demandez toujours, qui as-tu perdu ? Quel était votre lien, votre relation? Et une maman va dire, j'ai perdu mon petit. C'est quoi votre relation? C'était mon petit, avec tout ce que ça peut vouloir dire. Mais on a besoin de creuser les choses parce que ce lien est tellement singulier, particulier, que il va colorer aussi le vécu du deuil. Donc demandez toujours, qui as-tu perdu? C'est une des premières questions importantes à poser. Qui as-tu perdu? Quelle était la nature de la relation? Parce que là, vous savez d'emblée si le lien est fort, profond, intense, que la personne elle va être dans un processus fort, profond, intense. Ok? Une deuxième notion qui est importante, c'est comme c'est un processus naturel, processus de deuil, de cicatrisation, il se fera maintenant ou plus tard, mais il se fera. Hein? Donc vraiment, dites jamais, ne pensez jamais, je ne pourrai jamais faire mon deuil. Ça ne veut rien dire, faire son deuil. On va voir pourquoi. Mais c'est quelque chose, c'est comme si on voyait une plaie en disant, je ne pourrai jamais cicatriser. On sait que non. Et c'est la même chose pour le deuil. Donc c'est très rassurant de se dire, ce processus, même si je comprends pas comment ça se passe, même si je sais pas comment cette souffrance va pouvoir se calmer, s'apaiser en moi, eh bien il y a quelque chose qui va se faire. Ça va se faire. Et plein de gens disent au début, mais je sais pas faire. Je vais jamais y arriver. En présupposant que c'est conscient. Alors que c'est inconscient. Donc tout comme on s'abandonne avec confiance au processus de cicatrisation physique, en lui disant ça va se réparer, ou quand on se casse un membre, ça va se consolider, c'est cette même confiance dans laquelle on peut s'installer quand on a perdu quelqu'un qu'on aime, et essayer de maintenir cette confiance, même si on va le voir dans les différentes étapes, à un moment donné on a l'impression que c'est fichu, qu'on n'y arrivera pas, que pour les autres c'est bon, mais pour soi ça marchera pas. Donc il se fera maintenant ou plus tard. Donc le lien est le déterminant premier du deuil. Il se fera maintenant ou plus tard, mais il se fera. Et il y a un autre point, c'est évident, mais c'est important à préciser. Chacun a son rythme propre pour vivre le deuil. C'est un processus en sinusoïde. Je vais mieux, je vais moins bien, je vais mieux, je vais moins bien, je vais mieux, je vais moins bien. Mais dans une même famille, s'il y a par exemple un petit qui décède, vous pouvez avoir le papa qui a une certaine rythmicité, et puis la maman qui a une autre rythmicité, et puis le petit frère qui a une autre rythmicité, et les grands-parents qui ont une autre rythmicité, ce qui fait que pour une même perte, en fait, c'est des rythmes et des vécus émotionnels complètement différents, parce que chacun avait un lien très spécifique avec le petit qui a décédé. Et donc, s'occuper d'une famille, c'est d'abord s'occuper de chaque individu l'un après l'autre, ne pas supposer que c'est
une famille en deuil. Oui, c'est une famille en deuil, mais chaque individu a besoin d'une écoute particulière. La maman va avoir besoin d'une écoute qui est pas forcément la même que le papa, qui est pas forcément la même que le petit frère ou la petite sœur ou l'oncle, la tante, etc. Hein, donc ça, c'est vraiment un point. On n'est pas synchrone. Et donc, ça veut dire qu'en termes de besoins, on n'a pas les mêmes besoins au même moment. Imaginez, on va entrer dans le détail tout à l'heure de la chronologie, mais imaginez que à un moment donné, après la perte d'un petit, peut-être 6 mois après le décès, le papa, lui, il est dans son rythme et il est là. Il va mieux, mais il sait pas pourquoi, c'est juste son processus qui fait que là, peut-être pendant quelques jours, quelques heures, il va mieux et ça va retomber comme ça. Mais son épouse, par exemple, elle est juste au bas. Et le papa, il a l'énergie pour dire, bah tiens, si on allait se promener dans la forêt, ça va faire du bien, il fait beau, on va respirer. Lui, il peut le faire à ce moment-là parce que c'est juste une fenêtre de tir où il peut, donc ça redescend et que ça remonte. Et la maman, elle entend ça, elle dit, mais tu vas aller te promener, mais qui t'es, toi? Allez se promener, on a perdu notre petit. Il n'y a plus de sens. Aller se promener le soleil, il n'y a plus de sens. Et ils sont pourtant dans la même perte et ils peuvent pas se comprendre. L'impression de ne pas parler le même langage, alors que le papa, à un moment donné, va être comme ça et la maman, elle va remonter aussi. Et donc, c'est ces dissonances qui donnent parfois l'impression, dans la famille ou dans le couple qui perd un enfant, de se dire, mais c'est une erreur de casting, mon compagnon, parce que c'est la personne la plus proche de moi et pourtant, il comprend pas mes besoins. Je me suis trompé sur lui, je me suis trompé sur son compte, alors que c'est pas du tout ça, c'est que c'est des besoins qui évoluent de façon complètement différente au fil du temps. Ça, c'est juste des grandes lignes par rapport à ce qu'est le processus de deuil. Mais c'est vraiment important, cicatrisation et introjection, qu'on dit, introjection de la relation. Ce que je vous propose là, oui, un autre point important. Dans ce qui détermine le vécu du deuil, avant de parler vraiment de la chronologie, il y a évidemment, ce processus va traverser quelle personne? Imaginez, si vous êtes soit en chimiothérapie, le corps très fatigué, avec des défenses immunitaires basses, si vous vous blessez, le processus de cicatrisation va se mettre en place, mais il va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus pénible, poussif, parce que votre corps, il est un petit peu plus fatigué que si vous étiez en pleine santé, et exactement la même blessure va cicatriser beaucoup plus harmonieusement, parce qu'il y a une condition fondamentale de base qui est un corps qui est en bonne santé ou en moins bonne santé. Pour le deuil, c'est la même chose. C'est quand vous interagissez avec quelqu'un, que vous essayez d'aider, c'est se demander, mais qui est la personne en face de moi? Et ça peut être quelles sont est-ce qu'elle a des fragilités? Est-ce qu'elle a des forces? Quelles sont ses ressources intérieures, ses ressources extérieures? Est-ce qu'elle a des fragilités dépressives? Est-ce qu'elle a des fragilités anxieuses? Est-ce qu'elle a des fragilités psychotiques? Est-ce qu'elle a des fragilités familiales? Est-ce que c'est par exemple une maman qui est toute seule avec 3 enfants en bas âge et elle perd son compagnon? C'est une fragilité structurelle. Est-ce que c'est un monsieur qui perd son épouse, mais lui, il a à demeure une maman qui a un Alzheimer très avancé et qui le sollicite énormément. Donc toute l'énergie qu'il donne à sa maman, il peut moins le donner à son propre cycle de deuil et à la prise en compte de ses petits. Donc c'est vraiment important quand vous accompagnez, d'évaluer le lien, l'intensité du lien. Vous avez un point de repère sur l'intensité du deuil, et 2, qui est là? Qui est là? Et si par exemple vous voyez que c'est quelqu'un qui est très isolé socialement, c'est ok, il va falloir peut-être mobiliser de l'associatif autour. Si vous y avez quelqu'un qui a peut-être des difficultés financières assez graves, par exemple parce que son compagnon est décédé et il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance vie, il n'y a rien. Et en fait, la maman, l'épouse se retrouve dans une précarité financière. Et l'urgence pour elle, c'est pas qu'on lui tienne la main en disant parle-moi de tes émotions. L'urgence là, c'est comment on va gérer le matériel, le financier, pour avoir de quoi se loger et de pouvoir envoyer les petits à l'école et les nourrir. Donc c'est vraiment c'est cette vision globale
étant ce qu'on s'attend habituellement du deuil, qui est simplement s'occuper des émotions. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Et si j'en suis là-dessus, c'est vraiment prendre la personne et regarder, quel est son état de santé, 2, quel est son état relationnel, son réseau relationnel, parce qu'on sait que le facteur pronostic le plus favorable pour le vécu, l'harmonisation du processus de deuil, c'est la perception subjective d'un réseau de soutien de qualité, des gens. Si vous vous rendez compte quand vous parlez avec la personne qu'elle est très isolée, c'est un facteur négatif, pronostic négatif. Si au contraire vous identifiez que la personne, elle a au moins 3, 4, 5 personnes qui sont des vrais soutiens sur le long cours, là vous pouvez être rassuré en disant « Ok, ça va ». Et on demande une fois, vous êtes entouré? Ah oui, j'ai plein de gens, ils me soutiennent et tout. Bon, ça dure pas sur la durée, d'accord, mais ça on sait bien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est déjà important. Faut regarder au niveau matériel, donc le corps, relations sociales. Au niveau matériel, est-ce que la personne n'est pas dans un stress financier qui va parasiter son processus de deuil? Ça paraît très pragmatique au ras des pâquerettes, mais c'est hyper important. Et voilà, c'est grosso modo ces points importants. Le deuxième point important après la personne, c'est quels sont les 3 temps du temps qui vont influencer le processus de deuil. On va détailler tout à l'heure le processus de deuil en tant que tel, mais là c'est des grands chapitres qui sont importants à aborder. Il y a 3 temps du temps qui nous donnent une idée de qu'est-ce qui va se passer dans le vécu du deuil. Le premier temps du temps, c'est les circonstances du décès. C'est pas le même deuil, c'est pas le même processus de deuil si on a accompagné pendant des années son enfant, son compagnon, son parent d'un cancer ou d'une pathologie neurodégénérative par exemple, que son enfant qui se suicide ou qui meurt d'un accident ou d'un homicide. Donc les circonstances du décès sont quelque chose qui sont vraiment à explorer. Et on peut véritablement demander, et c'est la deuxième question, c'est quel est le lien? Et la deuxième question, c'est raconte-moi ce qui s'est passé. Le récit. Raconte-moi ce qui s'est passé par le menu, par le détail. Et c'est ça le contenu des premières rencontres avec la personne, c'est raconte-moi le déroulé de la maladie, par exemple. Le diagnostic, c'était comment? C'était quoi les traitements? Et la personne, de toute façon, a besoin de raconter, parfois dans les micro-détails, tout ce qui s'est passé. Et vous pouvez pas savoir combien ça répond à un besoin fondamental. Il y a un besoin fondamental, je ne sais pas d'où il vient, mais qui est que la personne en deuil, elle a besoin de raconter précisément ce qui s'est passé, et pas une fois, plusieurs fois, encore et encore. Vous avez l'impression à un moment donné qu'elle radote, mais elle radote pas. C'est à chaque fois une façon exactement d'intégrer progressivement, parce que quand elle raconte le récit à des personnes, elle se le raconte à elle aussi. Et ça aide à ce qu'on va voir tout à l'heure, à sortir de cette incrédulité de ce qui s'est passé. Donc, explorer, est-ce que c'est par exemple un décès qui est survenu de façon brutale ou pas brutale? Brutale, c'est suicide, accident, infarctus, AVC, des choses, catastrophe naturelle, un tsunami, comme ça. Et attendu, entre guillemets, c'est tout ce qui c'est des troubles dégénératifs, des pathologies organiques, les cancers, choses comme ça. Et pourquoi c'est important de savoir ça? Pour un point assez important, ce qu'on appelle autour du traumatisme. Imaginez que vous êtes en train de marcher sur une impasse et qu'au bout, il y a quelqu'un qui vous attend avec une batte de baseball pour vous taper sur la tête. Déjà, vous y allez pas, mais si vous n'avez pas la possibilité vous allez avancer. Si vous savez que quelque chose de violent va survenir, c'est une image pour dire, si accompagnant la personne que vous aimez lors d'un cancer, par exemple, vous savez que son décès va survenir, c'est le coup de batte de baseball sur votre tête, vous allez, au fur et à mesure des
mois, des semaines qui avancent vers cette fin de vie que vous voyez, même si tout en vous s'y refuse, vous voyez quand même que ça arrive. Le choc va être quand même présent. C'est pas possible, il est mort, elle est morte. Mais il y a eu toute une espèce de préparation psychique, consciente et inconsciente, de mécanismes de protection pour amortir la violence du décès, qui reste violent, hein. Mais il y a quand même quelque chose d'amorti. En revanche, autre cas de figure, vous avancez sereinement, vous savez pas qu'il y a quelqu'un qui vous attend pour vous taper dessus. Au bout de l'impasse, vous marchez tranquillement comme ça, aucune préparation. Et là, le choc, il y a deux choses. À la fois, il y a le choc, mais il y a la stupeur du choc, il y a le traumatisme. Ramené à une maladie, c'est vous pardonnez-moi, les images elles sont un peu violentes, mais c'est ça qui se passe. Imaginez une maman qui appelle son petit à table, puis il vient pas à table, il vient pas, elle monte l'escalier, elle en a un peu. Voilà, viens à table maintenant, elle ouvre et il est pendu dans sa chambre. Là, c'est le choc, alors que rien n'a préparé la personne. Et ça veut dire que c'est un trauma. Et un trauma, c'est quoi? C'est un événement qui prend de court, sans qu'on ait pu antérieurement mettre en place des mécanismes de protection psychique pour l'amortir. Et ce trauma, le trauma en tant que tel de découvrir son enfant, va avoir ça va créer un double chemin. Il va y avoir le processus de deuil qui se initie immédiatement. Il y a rupture du lien, décès de mon petit, donc automatiquement processus de deuil qui se met en place. Mais il y a potentiellement un processus traumatique qui va se mettre en place. Et il peut y avoir un processus post-traumatique. Vous savez bien que tout traumatisme ne génère pas des conséquences post-traumatique, mais souvent, si l'événement est traumatique, il peut y avoir, c'est tellement violent de voir son petit comme ça pendu que quelque chose dans le cerveau bug, n'arrive pas à digérer l'intensité de l'événement, et c'est cette partie de l'événement qui n'est pas digérée psychiquement qui va être le point, le noyau de stress, des séquelles post-traumatiques. Et ces séquelles post-traumatiques, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais ce sont des images intrusives, c'est des accès de panique, c'est une hypervigilance. Enfin, il y a différents critères qui définissent le syndrome de stress post-traumatique. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il a le pouvoir d'interférer, de faire comme une espèce de patin de frein sur le processus de deuil, et on a l'impression que c'est un deuil compliqué, alors que non, c'est un deuil qui est sous l'emprise d'un processus post-traumatique. Et donc, il faut d'abord s'occuper du post-traumatique afin de libérer le processus de deuil dans son plein développement. Grosso modo, je ne vais pas développer, mais vous connaissez le MDR, grosso modo? Ok, tout le monde connaît maintenant, c'est dingue. Tout le monde connaît. Le MDR, c'est vraiment une technique privilégiée, je l'utilise de façon privilégiée quand je vois chez quelqu'un qui, par exemple, suicide, je travaille beaucoup deuil après suicide. D'ailleurs, tout ce que je vous raconte, c'est ici de ça, Puis le deuil au jour le jour, chez l'abbé Michel, et puis après le suicide d'un proche. Donc c'est deux bouquins qui vous permettent de pas prendre des notes. Et donc, vous avez donc le processus traumatique qui est là et qui peut être considérablement post-traumatique, peut être apaisé par le MDR. Mais attention, plein de gens pensent que j'ai un trauma, j'ai mon deuil, je vais faire de l'EMDR, ça va aller mieux. Mais non. Mais non. Ça va aller pas mieux. Ça va juste enlever ce qui freine le processus de deuil et au contraire lui donner son plein essor. Et comme en essence, c'est quelque chose qui est quand même super douloureux, ce chemin-là, les gens se disent, mais j'ai fait de l'EMDR et je souffre. Ça n'a pas marché le MDR. Mais si ça a marché le MDR, ça a enlevé le frein au déroulement plus harmonieux de ton processus de deuil. Donc vous confondez pas. Le MDR ne va pas rendre le deuil plus facile. Le deuil plus léger après les séances. Au contraire, les gens peuvent aller un peu plus mal parce que c'est pleinement leur deuil qui s'exprime sans être entravé par le processus traumatique. Donc, dans les questions, que vous regardez, quand vous explorez avec la personne, regardez s'il y a du trauma.
Que s'il y a du trauma, vérifiez après, est-ce qu'il y a du post-trauma? Et s'il y a post-trauma, est-ce que ça interfère avec le processus de deuil de cette personne, tel qu'on va dérouler tout à l'heure? Ok? Si, au contraire, c'est une mort qui est attendue, c'est le deuxième temps du temps. Le premier temps du temps, donc, c'est les circonstances du décès. Le deuxième temps du temps, c'est, s'il y a eu accompagnement, c'est explorer avec la personne, raconte-moi ce qui s'est passé. Raconte-moi le diagnostic. Prenons un cancer, par exemple. Raconte-moi la chimio, la chirurgie, la radiothérapie, éventuellement, pour un cancer du sein, la rémission. Ça a duré combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? La rechute, les nouveaux traitements, la rechute, les nouveaux traitements, la rechute. Ça marche plus. Les soins palliatifs, vous avez été où? Comment ça s'est passé? La fin de vie, le décès. Tout ce temps-là, il va déterminer de façon colossale le vécu du deuil. Au bout du compte, vous savez, le vécu du deuil, il va prendre sa racine à tout ce qui s'est passé avant le décès, hein, au bout du compte. Et là, c'est pas vrai à 100%, mais c'est beaucoup vrai. Dans ce temps-là, qui est le temps de l'accompagnement, il peut se passer plein de choses. Imaginez que vous accompagnez votre maman, elle a un cancer du pancréas, qui est un cancer extrêmement douloureux, et puis elle se fait hospitaliser dans un endroit qui est pas terrible en termes de contrôle des symptômes de la douleur. Parce que le jeune médecin, il est pas top, enfin il est un peu jeune, il a pas bien bossé ses cours, donc il sait pas bien prescrire la morphine. Ce qui fait que votre maman, soit elle est surdosée en morphine, et elle est dans les choux, soit elle est pas assez dosée et elle a mal tout le temps. Et mettons les dernières 3 semaines, 2 semaines du décès de la vie de votre maman va être complètement parasitée, souillée par une douleur qui est là et qui parasite ce que vous échangez, qui parasite le lien qu'il y avait avec elle, et ça abîme. Et quand elle décède, votre maman, et que vous quittez l'hôpital, peut-être pendant des semaines, des mois, ou toute votre vie, il va y avoir ces images de ces derniers instants abîmés, souillés par une douleur qui aurait pu être prise en compte. Vous voyez combien un temps court, peut-être de 2 semaines, 3 semaines, peut avoir une répercussion énorme sur le vécu du deuil. À l'inverse, si votre maman est prise en charge dans une unité qui est top au niveau des contrôles des symptômes, là vous avez ces 2 semaines-là où elle est dans cette unité avant de mourir, ça va être un temps de partage, d'amour qu'on donne, peut-être du pardon, enfin, on peut réparer des trucs, enfin, il n'y a pas de fin de vie idéale, il n'y a pas d'accompagnement idéal, mais quand tous les symptômes de fin de vie sont apaisés, notamment la douleur, ça crée quand même un espace énorme pour pouvoir se dire au revoir de façon apaisée, se dire merci pour ce qui a été partagé, exprimer sa gratitude, dire tu peux partir si tu veux, enfin, toutes ces choses qui sont absolument indispensables, et d'où l'importance fondamentale du développement des soins palliatifs. Hein, le deuil fait partie de la sphère des soins palliatifs, parce que il n'y a pas de deuil harmonieux sans des soins palliatifs harmonieux avant le décès de la personne. Ça, c'est truc de l'évidence. Donc ça aussi, demander à la personne, raconte-moi les chimios, raconte-moi l'hôpital, raconte-moi les liens, raconte-moi ce que vous avez dit. Enfin, si tu veux, qu'est-ce que vous avez partagé? Qu'est-ce que tu as partagé avec ta maman? Oh, c'est un peu compliqué, mais j'ai envie d'en parler quand même. Et tout ça, vous avez vous captez la tonalité émotionnelle. Si vous avez vu que votre maman était complètement se tord des douleurs les 2 dernières semaines, vous repartez en colère, frustré, culpabilisé. Si pendant les 2 dernières semaines, ça a été hyper bien accompagné, il y a un truc qui est plus apaisé, peut-être pendant toute votre vie. Donc c'est fondamental de faire ça, de pouvoir demander ce qui s'est passé à ce moment-là. Le 3e temps du temps qui va influencer le vécu du deuil, je l'ai déjà dit, c'est donc tout ce qui s'est passé avant, à partir du moment où on a commencé à rencontrer cette personne jusqu'à son décès. C'est donc le lien, en fait. Le 3e temps du temps, c'est toute la vie qu'on a vécue ensemble, que ça commence avec une petite truc de grossesse qui fait dire ça y est, j'ai mon bébé, ou alors quelqu'un qui se rencontre comme ça dans une conférence, on se tourne, bonjour, et l'histoire démarre. Donc c'est vraiment ces 3 choses, et explorez-les avec la personne. Circonstances du décès, brutal,
accompagner. Deuxième temps, raconte-moi l'accompagnement s'il y a accompagnement. Troisième temps, raconte-moi le lien. Donc ça veut dire raconter l'histoire de vie. Mais à un moment donné, on va se dire, oui, mais vous êtes mignon, mais ça fait mal. Ça fait mal de raconter les choses. Et autant le versant féminin, c'est un peu caricatural, mais c'est pas si caricatural que ça. Les femmes sont plus dans le mot, dans l'échange, dans le partage. Les hommes moins. Et les hommes vont dire, mais à quoi ça sert de parler? C'est idiot, ça sert à rien de parler. Et vous pouvez proposer cette métaphore-là. Imaginez que ça, c'est le livre le plus beau qui ait jamais été écrit. C'est un roman, hein, le plus beau qui ait jamais été écrit. Et quand vous lisez page après page, vous êtes, pour la première fois, vous êtes touché. C'est émouvant, chaque page. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous arrivez à la fin et vous reprenez et vous relisez une fois. Ah, c'est beau, c'est beau. Puis vous arrivez à la fin. Hop, troisième fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. À la fin, vous lirez, c'est les mêmes mots, les mêmes virgules, les mêmes endroits, sauf qu'il y a quelque chose qui progressivement s'est usé au niveau émotionnel. Vous avez usé la charge émotionnelle, vous n'avez pas usé l'histoire reste la même, mais vous avez usé progressivement la charge émotionnelle qui est douloureuse autour de cette histoire-là, et c'est ça le bienfait fondamental de pouvoir s'exprimer au cours du deuil, c'est de pouvoir user encore et encore cette charge. Mais attention, les hommes, ils l'usent à leur façon. D'accord? Parce que si vous dites, ah ben écoute, moi j'ai écouté le gars là qui a fait sa conférence, il dit qu'il faut que tu parles, papa, t'as perdu maman, il faut que tu parles, il faut que tu dises des choses. Et les hommes ils parlent pas, et on s'imagine qu'il y a une bombe à retardement qui est en train de se créer parce qu'ils parlent pas, et beaucoup de femmes tannent les hommes, tannent leurs adolescents pour qu'ils parlent. Sinon, ça va exploser plus tard. Ça explose quasiment jamais plus tard, parce que chacun, spontanément, trouve les moyens d'user sa charge émotionnelle. J'ai un papa, lui, il parle pas, mais il va tout le temps au cimetière. Et il parle pas avec son épouse de ce qu'il y fait, de ce qu'il y dit, mais il y va tous les 2 jours, il va au cimetière. Et c'est sa façon à lui. Ou un autre père, par exemple, ou une dame qui a un petit dossier sur son ordinateur et il écrit. C'est pas forcément dans la communication verbale, c'est écrire. Ou alors que y penser, mais c'est revenir encore et encore et encore pour user cette charge émotionnelle. Donc c'est ça l'importance de revenir sur le récit encore et encore. Okay. Ça c'est les grands points que je voulais voir avec vous. Là je vous propose qu'on entre maintenant directement dans la chronologie du processus de deuil, parce que au bout du compte c'est ça qui est aussi très important. Grosso modo, on peut décrire le processus en 4 grandes étapes. Tout de suite, ne mélangez pas les étapes du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross avec les étapes du deuil que je vais vous décrire. Ce n'est pas la même chose, je répète. Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'est les étapes du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross? C'est un travail absolument éblouissant et remarquable, mais qui était mis en place sur le deuil de quelque chose que l'on vit, qu'une personne. Il y avait des personnes qui avaient un cancer, par exemple, qui allaient devant des étudiants ou des personnes et qui racontaient la douleur, par exemple, d'avoir perdu une fonction corporelle, d'avoir perdu. C'est des deuils de vie. Mais la personne est vivante et effectivement, il y avait le choc, la colère, la sidération, le marchandage, choses comme ça. Ça, c'était pas la perte d'un proche. Et maintenant, quand vous voyez dans certains livres de psychologie, c'est hallucinant, les étapes de Kübler-Ross pour décrire le processus de deuil de la perte d'un proche. Ça marche pas.
Ça correspond pas à la clinique que l'on observe. C'est comme si on essayait de faire entrer un rond dans un carré avec un marteau. Oui, ça rentre. Puis on explose tout. Mais ne mélangez pas les étapes du deuil de Kübler-Ross et celles dont je vais vous parler. C'est pas le même contexte. Ça n'a pas été généré et créé avec une même intention. Même si on essaye de les faire rentrer, ça fonctionne pas terrible. Donc 4 grandes étapes qui correspondent au processus de deuil. On est d'accord, c'est toutes les étapes, des étapes qui sont assez chronologiques, qui se suivent vraiment dans le temps et qui correspondent véritablement au processus inconscient. C'est le processus qui se déroule, qu'on le veuille ou non, et heureusement. J'énonce et après on va entrer dans le détail. Première étape, c'est la phase de choc, de sidération. Vous me direz, oui, mais ça ressemble à Kübler-Ross. Oui. La première, d'accord. La deuxième, ça va être la phase de fuite-recherche. Pas de négociation, pas de dessus comme ça. Fuite-recherche. La troisième, de déstructuration. La quatrième, la phase de restructuration. Ok. Et on va les passer en revue. Première étape, la phase de choc, de sidération. Qu'est-ce que c'est? Le téléphone sonne, on vous apprend la mort de votre fils dans un accident de moto. C'est le dernier souffle de votre maman à l'hôpital. C'est le moment où la relation dans le réel s'arrête. Ce moment-là, c'est une seconde. Il est mort. Elle est morte. C'est ce moment-là. Même si on accompagne son enfant ou son parent depuis des semaines ou des mois, cette nouvelle, quand elle arrive, c'est tellement énorme, c'est tellement incroyable au premier sens du mot, incroyable qu'on ne peut pas croire, que il y a un système de protection immédiat qui se met en place et qui est bénéfique, qui est une espèce de dissociation. Une espèce de clivage, de dissociation salutaire, nécessaire, pas pathologique du tout, ou, expliqué d'une autre manière, notre cerveau ne peut pas, notre esprit, notre être, ne peut pas intégrer cette nouvelle en une fois. C'est trop énorme, c'est trop gigantesque, et donc il y a des mécanismes de protection qui se mettent en place, où on va automatiquement mettre une espèce de distance entre soi et cette réalité-là. On l'a intellectuellement, on sait, mais il y a tout en nous n'est pas au courant. On a la nouvelle, j'ai perdu mon petit, mais tout en nous n'est pas encore au courant. Ça va aller en capillarité pendant des semaines, des mois, et parfois des années, peut-être un an et demi. Donc c'est très très lent avant que tout notre être soit vraiment au courant de la perte du petit. Même si intellectuellement c'est très intégré. Par exemple, des parents qui ont perdu un enfant de façon brutale, maman peut me dire, 1 an après le décès de son enfant, il dit mais j'arrive toujours pas à y croire. C'est exactement ça. Ce sont ces mécanismes de protection qui vont progressivement céder au fil du temps, mais qui aident c'est une espèce d'autorégulation interne pour rendre possible le fait de pouvoir intégrer cette réalité petit à petit. Il est donc pas du tout pathologique que quelqu'un vous dise, après un an, j'arrive pas à y croire, ça reste encore irréel. C'est pas pathologique, ça signifie simplement que la dissociation est encore un peu nécessaire et que progressivement, au fil du temps, la personne va se réassocier. Ça veut dire quoi? Qu'elle va contacter en direct la réalité de cette perte. Et donc ce mécanisme, ça fait comme s'il y avait une chape de béton entre soi et cette douleur-là. Ça a pour conséquence d'être parfois un petit peu anesthésié. Dans les premières heures, les premiers jours, complètement anesthésié, l'impression, même c'est sec, on n'arrive pas à pleurer. Des parents me disent, mais je suis un cœur de pierre, j'arrivais pas à pleurer du tout, il y avait rien qui venait. J'étais même complètement un peu sidéré comme un zombie. J'appelais les gens, je faisais faire les courses pour organiser le repas après les obsèques. J'organise les obsèques comme ça, boum, boum, souvent projet, allez, chef de projet, boum, 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 et ça, c'est des protections qui sont là, et les personnes ne les voient pas comme ça, mais nous on sait que c'est véritablement très salvateur pour la personne d'avoir cette dissociation
qui progressivement va diminuer. Et donc, ça peut durer, cet état un petit peu d'excitation de fond, parce qu'il y a aussi un stress biologique chronique. Nous, on n'a pas le temps d'entrer dans la biologie du deuil, mais il y a un stress biologique chronique à ce moment-là, qui fait que on sait, mais on sait pas encore. Et cette protection-là a besoin qu'on l'aide pour inviter un peu la réalité. Et l'aide que les êtres humains créent depuis la nuit des temps pour inviter la réalité, ce sont les obsèques. Les obsèques, les rituels qui permettent de poser des choses, de poser des gestes, de pouvoir voir le corps, être des veillées funéraires. Parfois, on est assis pour. C'est pas morbide, c'est juste dire au revoir aussi, mais il y a une fonction psychologique au-delà d'une fonction relationnelle ou même spirituelle ou religieuse. Le fait d'être assis pendant une veillée funéraire permet vraiment de s'identifier comme étant en deuil. Ça veut dire quoi? S'identifier comme rentrant dans un territoire où on va avoir des réactions différentes, des besoins différents, des émotions différentes, et que il va falloir trouver le moyen d'y répondre. On n'a pas le début d'une idée de comment on va y arriver, mais on est quand même, on a le temps de ça. Donc, c'est important, ces temps de rituel, c'est important ces temps où on se pose, où il y a les obsèques, qui permet vraiment à la fois de s'identifier comme étant en deuil, et aussi d'être identifié par autrui comme étant dans cette situation particulière où on va avoir pendant des semaines, des mois ou des années des besoins différents, des comportements différents, et donc on accepte d'être perçu différemment, et ça c'est salutaire. Et puis il y a un deuxième, donc ce deuxième aspect en fait permet de commencer à créer le réseau de soutien qui va être vraiment déterminant pour les années, pour les mois et les années à venir. Donc, n'hésitez pas à demander comment se sont passées les obsèques, parce que c'est la personne, elle a besoin de se re-raconter l'histoire aussi. Ça a été dit, par exemple, les obsèques. Voilà, mon enfant est décédé dans des conditions épouvantables, il a été assassiné, par exemple. C'est des obsèques qui peuvent être très belles. Là, on commence à essayer de restaurer des choses, de pouvoir apaiser des choses. Et puis, on plante des graines pour ce qui va se passer un an après, pour la première année de commémoration, et on peut reconvoquer les mêmes personnes. Enfin, il y a plein d'enjeux qui se passent pour les obsèques, et c'est donc là, ce qui permet de faire le passage entre la première étape et la deuxième étape. Deuxième étape, qu'est-ce que c'est? Commence quelques jours après le décès, et elle va durer à peu près 6, 8, 10, 12 mois. Mettez ça dans votre tête. Ça, on l'apprend nulle part. On parle d'un deuil, et on dit que la deuxième étape, ça peut déjà être à 1 an. Alors que dans l'esprit de plein de gens, oh mais le deuil c'est 1 an, c'est 4 saisons, puis après c'est bon quoi. Mais non du tout, regardez, on a sur un processus qui a 4 étapes, on a déjà, à la deuxième étape, on est presque déjà à 1 an. C'est dingue, c'est 1000 fois plus lent qu'on imagine, 1000 fois plus long, et l'entourage n'est pas au courant. Donc, mettez ça bien dans votre tête. La deuxième étape va être 6, 8, 10, 12 mois parfois. Et plus le décès est traumatique et soudain, plus c'est long. Ça peut durer 15 mois parfois, avant qu'on voit émerger la troisième étape dont je parlais tout à l'heure. C'est quoi la deuxième étape? On peut l'appeler, elle est bitonale. C'est la phase de fuite-recherche. Qu'est-ce que c'est, fuite? C'est pas la fuite, on n'est pas lâche de quoi que ce soit, mais c'est, mettons, vous avez perdu votre compagnon, votre compagne, vous êtes à la maison, là, les obsèques sont passées, tout le monde est rentré à la maison, puis vous êtes là dans votre canapé, et puis, bon, je fais quoi, là? C'est quoi le coup d'après? C'est quoi l'histoire après? Comment on fait? Comment ça continue? Et là, il y a quelque chose en soi
dans cette dimension de fuite, qui est je sens que je vais être rattrapé par un truc, parce qu'on voit à l'horizon un espèce de vague de tsunami qui est en train de s'élever, une espèce de truc, c'est loin, hein, et que ça arrive à toute vitesse vers soi, et on se dit, oula, si je cours suffisamment vite, peut-être que je vais pas être rattrapé. Et donc, ça peut engendrer, alors même qu'on le souhaite pas vraiment, mais on est emporté dans cette dynamique-là d'être un peu fébrile. Hein, on peut être soit fébrile intérieurement, on a l'impression de pas être tranquille, d'être toujours en tension, ou alors extérieurement d'être très fébrile et de sortir, on va partir en vacances et puis on va faire un trek. Allez, on organise après 3 semaines. Oui, on va faire le chemin de Compostelle. Allez, on va marcher pendant 3 semaines toute la famille sur le chemin de Compostelle en honneur de maman et ça va être super. Et puis après on va faire ça. Puis oui, une espèce un peu speed. C'est pas une erreur du tout, hein. C'est pas du tout. Mais c'est ce côté un peu speed des premiers mois du deuil. Alors c'est pas speed tout le temps, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une tension, disant pour l'instant ça va, c'est bon, je m'écroule quand là. Là, je vais m'écrouler, je sais, je vois le tsunami qui arrive, je m'écroule quand, et ça fait un ami qui a perdu son père, il est très très proche de son père, pendant plusieurs mois, il est quasiment sorti tous les soirs. Et il bossait pourtant, tous les soirs, sortait en boîte dans les bars, et il dit, ouais, non, ça va, ça va, le deuil, ça va, j'assure. C'est ça la fuite. Mais la plupart du temps, c'est assez tranquille, mais il y a une tension. Et elle est normale, et on le ressent, et on est un peu dérouté de se dire, pourquoi le deuil c'est de la tension, et pas que de la peine. Il y a de la peine, mais c'est pas ça. Et ça s'accompagne du deuxième versant de cette deuxième étape, qui est la recherche. Et ça, c'est puissant dans la deuxième étape. Qu'est-ce que c'est la recherche? On le comprend facilement. Le lien avec Christine a été rompu. Je te vois plus. J'ai besoin de te voir. Non, avant. Non, cut. Un petit peu avant. Qu'est-ce qui se passe pour la deuxième étape? Imaginez qu'il y a un ventilateur, un plafonnier qui tourne avec l'électricité. Il tourne grâce à l'électricité. On éteint, on met l'interrupteur, boum. Il n'y a plus d'électricité. Est-ce qu'il s'arrête aussitôt? Non, il continue à tourner sur sa lancée. Si on prend cette image par rapport à la perte de la personne qu'on aime, c'est l'électricité, c'est l'énergie de la relation qui fait tourner la vie, les habitudes, les routines, les mouvements intérieurs, toutes les habitudes, enfin tout. C'est la vie qui tourne avec elle, c'est bon et tout. Mais si elle décède, clac, ça continue à tourner, ça continue à bouger, la vie est toujours là. Et donc on a l'impression que ça pourrait continuer comme ça tout le temps si on l'entretient. Comme ça on va moins souffrir. Et c'est tellement légitime. Donc je reviens. Mais quand même, t'es plus dans le monde. Et je vais te chercher dans le monde. La deuxième étape, c'est quand on tend la main dans le monde, on veut toucher la personne qu'on a perdue. Et comment on va la toucher? Je te vois plus, ben je mets tes photos de toi partout. Sur mon téléphone, sur mon fond d'écran, à la maison, partout, pendant des mois. Pas des semaines, hein, des mois, parfois même des années, je vais mettre partout les photos. Alors au début, les proches disent, oui, c'est bien, il met des photos, mais après 6 mois, 8 mois, ils sont là, ils disent, oh, il y a encore les photos, elle n'a pas enlevé les photos, enfin c'est un deuil pathologique, hein. Alors que non, ça répond juste à un besoin qui fait un relais entre le lien où je te vois, le moment où la relation sera intériorisée et j'aurai beaucoup moins besoin des photos et j'ai besoin d'un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est les photos. Donc, c'est normal qu'il y ait plein de photos partout. Et ça peut être même l'occasion, si vous avez un collègue ou une collègue avec la photo d'un petit enfant ou d'un bébé ou d'un parent, dire « Ah tiens, c'est ton petit, tu me montres ?» Puis là, vous y allez courageusement. C'est quel âge il avait, ton petit? 5 ans, ok.
Tu m'as jamais raconté ce qui s'est passé. Est-ce que tu auras envie? Mais voilà, on aide là. Et le récit, vous proposez le récit. Hein, et là, le papa ou la maman, il saute sur l'occasion en disant, écoute, on peut marcher 1 heure si tu veux, j'aimerais tellement te raconter. Merci, hein, mais merci de me permettre ça. Et là, on aide. Simplement, sans être psy. Mais juste parce qu'on sait que mettre le mot, le nom du petit, dire le nom, comment il s'appelait? Hugo. Ok. Et puis dans la conversation, on va tout le temps mettre Hugo. Mais Hugo, et au fait Hugo, et ça fait tellement du bien. Hésitez jamais à prononcer le nom de la personne, même des années après. Le prénom. Et parce que c'est tellement rassurant. Ça vient aussi à l'encontre de cette peur fondamentale quand on est en deuil au bout de plusieurs années, que les gens oublient, que le monde oublie. Et si il y a des proches qui disent toujours Hugo, même 5 ans après, le parent il se met à genoux et vous bénit. Tellement il est content et tellement apaisé de dire mon petit, il y a quelqu'un d'autre qui se souvient de lui. Hein. Donc je reviens donc les photos. 1. Je t'entends plus. Certains diront tant mieux. Bon, j'ai rencontré Christine aujourd'hui, hein, donc c'est à la gare de Lausanne. C'est pas une grande histoire d'amour, donc je suis en train de vous raconter là. Mais je t'entends plus. Et comment je peux t'entendre? Je vais parfois écouter en boucle ta messagerie automatique, ta messagerie sur ton portable. Je vais écouter en boucle les messages, les petites traces de messages que j'ai, et donc je vais peut-être pendant des mois ou peut-être 1 an ou 2 ans pas résilier ta ligne. Je vais même t'envoyer des SMS parfois. Je vais même t'appeler. C'est dingue. Juste pour avoir bonjour, c'est Stéphanie, c'est un autre message, je suis pas là, bisous. Et on l'écoute en boucle. Alors quand on partage ça à des proches, des gens qui connaissent pas le deuil, ils disent un deuil pathologique, c'est alors que ça peut être pendant des années normal. Complètement normal entre le moment où on parlait, on échangeait, le moment où intérieurement, 4e étape, le lien sera apaisé, je n'ai plus besoin de support sensoriel de l'audition. L'intermédiaire, c'est ta voix enregistrée. Je peux plus te serrer dans les bras. Je peux plus sentir ton eau de toilette. Je vais mettre tes pulls. Je vais mettre ton eau de toilette. Je vais mettre des choses à toi. Je vais mettre ton pyjama, je vais mettre tes t-shirts, je vais mettre tes chemises, et c'est bien, etc. Donc la dimension sensorielle, elle est aussi présente. Et parfois c'est toute une vie, on peut avoir une garde-robe qu'on va garder toute sa vie, ça a 0 caractère pathologique. 0. Rien. C'est pas morbide en aucune façon, c'est une modalité pour garder un lien tactile. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, vous voyez, les photos partout, les vêtements, les sons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les parfums. Aussi, la relation, c'était se parler des centres d'intérêt. Tu aimais les jeux vidéo, tu aimais la Grèce antique, tu aimais les Marvel avec Thor et tout. Et bien, j'ai envie que de parler de ça. Je lis que les livres que tu lisais. Je suis intéressé que par les choses qui sont de près ou de loin en lien avec toi. Et parfois le jardinage n'est jamais intéressé, mais la personne que vous aimez était un jardinier et vous mettez tous les week-ends à jardiner parce que il y a un lien de proximité qui est là. Donc cette phase de recherche, elle est vraiment fondamentale. C'est le point de jonction entre la présence et l'absence qui sera plus nécessaire. Donc c'est vraiment à respecter, et c'est pendant très très longtemps. À ce moment-là, il y a 2 choses qui peuvent survenir. Donc ça veut dire quoi? C'est important. Puisqu'on arrive à recréer quelque chose du lien, puisque le ventilateur continue à tourner,
Même si je sais que tu es plus de ce monde, même si je sais que je peux plus te faire un bisou le soir et le matin, même si quand même intellectuellement je sais et quand même dans mon corps je sais que tu es pas là et que tu commences vraiment à me manquer gravissime, je crée des conditions pour que le lien soit là et que quand je tends la main, je vais tomber. Quand je tends la main, il va se dire quand je tends la main, tu es là quand même. Donc d'une certaine manière, je mets des guillemets d'une certaine manière, je vais pas si mal que ça. L'intelligence du processus, parce que c'est le processus qui est intelligent, m'amène à créer des conditions pour que soit amortie la violence de l'absence en créant des relais de cette absence. C'est pour ça que je te cherche dans le monde, parce que c'est ça, ça va être des relais. Donc c'est absolument nécessaire et utile. Deux petits éléments un petit peu à côté qui sont en lien avec ce dont on va parler demain à expérience de mort imminente au seuil de la conscience humaine. Mais on va parler aussi d'un phénomène qui est très fréquent dans le deuil. C'est à peu près peut-être 40 à 45% des personnes. C'est les fameux signes. Les signes. Qu'est-ce que c'est les signes? On appelle ça, le mot c'est le vécu subjectif de contact avec un défunt, VSCD. Vous avez près de Lausanne, Evelyne Elsaesser, qui est une des spécialistes internationales des VSCD, avec des études universitaires, en lien avec l'université de Northampton. Elle vient demain présenter donc les VSCD. C'est quoi les VSCD? Très rapidement, ce sont entre le moment du décès et à peu près 6 mois, 1 an, parfois plus loin, mais statistiquement c'est autour de la première année, des perceptions très courtes, c'est très codifié en fait, c'est très court, quelques secondes où on a la perception de la personne disparue, soit l'impression d'une extrêmement forte présence, soit parfois des perceptions visuelles, très brèves, quelques secondes, soit parfois auditives avec des mots comme tout va bien, ne t'inquiète pas, ne me retiens pas, je vais bien maintenant, je suis bien où je suis rentré à la maison, enfin des choses comme ça qui viennent, ou tactiles, avec parfois des vraiment impressions tactiles, parfois olfactives. Il y a parfois des VSCD qui sont véhiculés via des rêves, mais qui n'ont pas le caractère chargé de symboles. C'est souvent des rêves extrêmement clairs, où on voit la personne disant « Ok, je suis parti, ne t'inquiète pas, tout va bien. » C'est des rêves hyper clairs, hyper simples comme ça, et qui n'ont pas toutes les symboliques inconscientes qu'on peut retrouver dans les rêves habituellement. Ça peut être aussi des choses en lien avec des phénomènes électriques qui s'allument, des lumières qui s'allument et s'éteignent. Ça peut paraître bizarre, mais c'est très étudié. Des ordinateurs qui s'allument, des téléphones qui sonnent, enfin il y a plusieurs choses comme ça. Et le troisième gros bloc des VSCD, c'est en lien avec des animaux. Pas notre ami le gentil chien là-bas, comment il s'appelle, Jaco? Géo. Mais c'est souvent en lien avec des oiseaux, des plumes et des papillons. C'est extrêmement récurrent, ces thèmes, papillons, plumes, oiseaux, phénomène électrique ou perception directe de la personne. Je vais pas entrer dans le détail, venez demain, il y a une table ronde là-dessus si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment, il y a plein d'objections qui tombent, notamment par exemple celle de dire, oui mais les gens qui perdent un proche ont tellement envie de le retrouver, la puissance de leur désir fait que ça fabrique l'expérience. Voilà. C'est ça. Sauf que une maman qui perd un petit, ou un papa qui perd son petit, j'en connais pas un qui n'est pas dans le désir, mais viscéral, de retrouver son enfant, et qui fait pas de VSCD. Donc si le désir viscéral était la cause première de génération de cette expérience-là, tout le monde en ferait. Et or, ce n'est pas le cas. Plus encore, et je vais m'arrêter là pour les VSCD, il y a parfois des VSCD, qui est ce qu'on appelle les VSCD d'information, où la personne perçoit brièvement, quelques instants, quelques secondes, mais vraiment de façon très certaine, la personne décédée, qui lui dit parfois « Maman, tout va bien ?» Puis, et ça qu'est-ce qui se passe? Et puis le téléphone sonne, et 2 heures après, on lui appelle en disant votre fils a eu un accident de moto, et l'heure de l'accident de moto correspond à l'heure du VSCD.
comment psychiquement générer un phénomène hallucinatoire de type VSCD uniquement fabriqué par le cerveau, alors même que on n'a aucune raison psychique de générer un type de mécanisme, alors qu'on ne sait pas qu'on est en souffrance. On ne sait pas qu'on a perdu la personne. Donc il y a plein d'objections comme ça qui tombent et qui rendent compte quand même qu'il y a quelque chose. Tout ça va clairement dans le sens de la continuité de la conscience après la mort. Hein. C'est en ligne directe. Et maintenant, ça, on commence à avoir des choses assez fondées. Les gens, bon, venez demain. D'accord. Le deuxième élément, qui est un peu différent, c'est dans cette phase de recherche, 6, 7, 8, 10 mois, on est tellement en manque de la personne qu'il peut y avoir l'envie de contacter un médium. Alors, je sais qu'en Suisse, vous avez des instituts de formation pour la médiumnité. En France, nous, on vous met au bûcher. On vous brûle sur la place de Grève parce que et il y a une vingtaine de bons médiums en France, vraiment des gens qui ont vraiment des réels talents et d'autres qui sont vraiment des gens qui n'aident pas. Donc peut-être qu'en Suisse c'est bien parce que peut-être qu'il y a c'est une traçabilité des personnes. Je recommande jamais, pas par opposition, mais je recommande jamais d'aller voir un médium. Mais les gens, vous savez quoi, ils y font quand même. donc c'est un élément à introduire dans l'accompagnement. Et tiens, j'ai pris rendez-vous avec un médium et on le pose comme ça. Ok, qu'est-ce que vous en attendez? Quel type de questions? Quel type de réponses? Et donc vous explorez et ça devient un matériel de travail de l'accompagnement du deuil. Et après la séance, on fait un débrief de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un contact, pas de contact? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça ne change pas? Qu'est-ce que ça change? Et donc, en l'intégrant harmonieusement, au-delà de tout, c'est vrai, c'est pas vrai, mais avec la précaution de est-ce que c'est quelqu'un de bien ou pas, qui crée l'indépendance, disant revenez voir la semaine prochaine, puis l'autre semaine. Les bons médiums, c'est une fois par an. Ils disent revenez voir dans un an si vous voulez, mais pas avant. Là, vous savez que la personne, elle a une éthique. Donc je ferme le parenthèse par rapport à médiumnité VSCD, mais c'est des choses qu'on voit dans cette période. Donc au bout du compte, c'est aussi une période où on a repris l'activité professionnelle souvent. Et point important par rapport à l'activité professionnelle, c'est étudier dans tous les sens, c'est bénéfique. Pas, s'il vous plaît, de longs arrêts de travail quand on est en deuil. Même si on a le cœur lourd et qu'on n'a pas envie de reprendre le travail, à moins que ce soit vraiment impossible, bien sûr. Mais la plupart du temps, il est utile de reprendre le travail. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se reconnecter à nos routines, se reconnecter à quelque chose qui est de l'ordre du familier, et en même temps à se reconnecter à l'environnement social, professionnel. Après, ça ouvre un autre pan qu'on va pas aborder aujourd'hui de comment une personne en deuil est accueillie dans l'entreprise. Donc toute une réflexion à mener sur comment dans l'entreprise réussit à créer des protocoles pour accueillir de façon très juste, très appropriée une personne qui est en deuil après la perte de son compagnon, sa compagne ou son enfant par exemple, ou son parent, enfin des situations où la personne peut arriver à avoir peur de retrouver son activité professionnelle parce que les gens n'osent pas lui parler. Enfin, il y a vraiment une vraie démarche à développer par rapport à ça. On peut pas le développer, mais c'est aussi l'école. L'activité professionnelle, c'est l'école. Un petit qui rentre à l'école et qui a perdu son papa ou sa maman, quels sont les protocoles mis en place pour accueillir et accompagner ce petit ou ce jeune adolescent qui a perdu ce pilier de son existence et qui va trouver dans l'école un référentiel stable, sécurisant, avec des routines. Même s'il est dans la peine, ça va être utile, ça. C'est baliser l'école. Alors que parfois, à la maison, c'est un peu le chaos. Et que l'enfant va avoir peut-être besoin de pas trop être à la maison. En tout cas, il est fermé. Puis à l'école, c'est la prévisibilité, c'est les copains, c'est des gens qui vont pas lui parler toutes les semaines, mais parle, dis des choses, dis ce que tu ressens, mon garçon. Et le garçon dit, je veux pas. Et mais à l'école, il le fait.
Hein. Donc vraiment, il y a tout ce pan qu'on va pas développer là, mais qui est l'enfant dans l'école. Tu feras ce cours, d'accord? Ok. Donc, vous voyez que là, on est dans cette deuxième étape. C'est douloureux, mais ça va pas si mal que ça. Et puis, on a quand même enlevé l'électricité. Hein. Après 6, 7, 8 mois, le plafonnier, là, le ventilateur, il ralentit, puis il s'arrête. Oh, ah, il y a un truc qui s'arrête là. Et ça, c'est l'entrée dans la troisième étape. C'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et inscrivez-le en lettres de feu dans votre esprit. 6, 7, 8 mois. C'est là où on entre dans la troisième étape et où on va moins bien. Structurellement moins bien. Pourquoi on va moins bien? Parce qu'on est en train de se réassocier. On s'était dissocié pour se protéger de la souffrance, et c'est parce qu'on le cherche, on le décide pas, hein. C'est vraiment le processus inconscient, hein, qui commence à réassocier, et on commence à se réaligner sur le réel tel qu'il est. Non pas le réel tel qu'on voudrait qu'il soit, mais le réel tel qu'il est, avec toute sa crudité, sa violence et son absurdité parfois, mais c'est cet alignement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette charnière-là? Les proches parfois sont moins présents. Ça fait 6, 8, 10 mois, ils sont plus là. Donc on est un peu plus seul. 1. 2, on commence à se réassocier. Les mécanismes de protection qui mettaient la souffrance à distance commencent à diminuer. 2. 3, on n'a plus de nouvelles photos, plus de nouvelles vidéos. J'ai plus assez de présence de toi dans le monde, mais j'ai pas encore assez de présence de toi pour construire le lien intérieur. Donc je suis un peu dans un no man's land. Donc ça se traduit comment? Un vécu de manque encore plus grand qu'au début. Un vécu d'absence encore plus profond qu'au début. Et le sentiment de te perdre. Une nouvelle fois. C'est pas aussi massif que ça, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de je vais moins bien là. Là, je suis en train de sombrer là. Je suis en train de dévisser. Et si on sait pas que c'est normal, que c'est prévisible et que c'est nécessaire, que c'est un temps nécessaire. Pour moi, j'attends ce moment-là parce que ça veut dire que ça vraiment ça avance là. On est dans la charnière de la troisième étape. Sauf que les personnes disent mais paniquent un peu en disant mais c'est terrible. Qu'est-ce que je ne fais pas que je devrais faire pour pas ressentir ces débuts de sourds, de douleurs différentes qu'au début. Parce que la douleur va dans la troisième étape devenir beaucoup plus sourde, beaucoup plus profonde, beaucoup plus insidieuse. Alors que dans les premiers temps, elle est plus aiguë, plus stridente, plus aux oreilles. Là, ça devient plus lancinant, plus profond, moins visible des autres. Parce que là, s'il se fait 10 mois, puis après, elle continue 1 an et demi, 2 ans, et c'est toujours là, insidieux, c'est profond, l'espèce de truc, de lourdeur qui est là, et à l'extérieur, on vous demande, ça va? Et puis, vous savez bien qu'il faut dire ça va. Donc, vous dites, ouais, ça va, enfin, ça va. Hein? Donc, il y a un double visage, on fait bonne figure à l'extérieur, parce que en même temps, c'est utile, hein, ça nous tire vers l'extérieur, mais en même temps, on rentre à la maison et on s'effondre en regardant les photos de son petit. Vous voyez, il y a ce double mouvement qui est là et qui génère un vécu de grande solitude. Le processus de deuil est par intrinsèquement seul. Il y a un processus social aussi qui est fait pour être accompagné par d'autres gens, par une communauté humaine. Mais là, on voit qu'on est à ce stade-là au cœur de soi. Comme si vraiment on était ramené à sa solitude fondamentale. Où se distille le lien intérieur qui va se créer après, mais il y a quand même dans cette solitude-là. Donc l'impression d'être assez loin de la vie, assez loin des gens,
assez déconnecté, comme si on avait perdu le mode d'emploi d'une vie normale. On voit les autres. Des fois, on est en colère contre les autres qui disent mais ils continuent leur vie. Et moi, ils me laissent sur le bas-côté et je leur en veux, je les envie, je suis pas sympa, je suis désagréable. Puis dès qu'on interagit avec moi, je peux pas m'empêcher de parler de mon mari et puis c'est lourdingue et j'en ai marre d'être lourdingue comme ça. Je me déteste, j'aime pas, mais je peux pas faire autrement. Enfin, vous voyez, c'est le climat de la troisième étape, c'est un climat qui est de lourdeur et il y a une tonalité dépressive. Tonalité dépressive qui vraiment apparaît, je vous dis, à 6, 7, 8, 10 mois, où vraiment les gens ressentent, mais est-ce que je suis en train de faire une dépression? On n'a pas le temps de développer dépression clinique versus vécu dépressif, mais sachez que le vécu dépressif est 100% normal et ne requiert aucun médicament. Je répète, et ne requiert aucun médicament. C'est un processus normal. S'il se complique d'une dépression clinique, pathologie, oui, il faut prendre en charge au niveau médicamenteux, mais c'est rare. En France, on est les grands prescripteurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Je sais pas comment c'est chez vous, mais en tout cas, c'est vraiment une grosse erreur légitime. Parfois, le médecin généraliste voit la personne qui souffre. Le vécu dépressif ressemble très proche à une dépression. Plus envie de quoi que ce soit, fatigué tout le temps, plus l'impression de se traîner, une vision très très sombre de l'avenir, plus de sens aux choses. Il dit c'est une dépression. Il donne un antidépresseur. Évidemment, ça aide un petit peu, mais ça n'empêche absolument pas de traverser la troisième étape. En aucune façon, ça apaise quoi que ce soit. Le manque reste pareil. Le vécu intérieur de perte de sens, de perte de lien reste présent. Donc là, on entre dans une période, mais c'est pas le fond du trou tout le temps. C'est je vais mieux, je vais moins bien. Je vais mieux, je vais moins bien. Je vais mieux, je vais moins bien. Et ça pendant quelques années. C'est pour ça qu'on dit le deuil 1 an, mais qui a dit ça? C'est long. C'est vraiment, la troisième étape est vraiment longue. Mais entendez bien, on n'est pas tout le temps au fond du trou. Il se peut par exemple après, mettons, un an et demi après avoir perdu son compagnon, par exemple, une dame va en vacances chez vous, c'est où? Où est-ce qu'on va en vacances chez vous? Comment? En Valais? En Valais. On va en Valais. Donc, on va passer un week-end vraiment agréable en Valais avec les petits. Et puis on se dit, on arrive là, on est dans le creux haut de la vague. Dit tiens, puis on s'entend, ça va mieux. Puis on s'entend même rire un petit peu avec les petits. Et on se dit ça va mieux là, ça va mieux. Mais comme la dynamique elle est ce qu'elle est, peut-être 3 semaines après, on est au fond du trou. Et on se dit mais comment j'ai pu imaginer que j'allais bien? Et comment je vais faire pour m'en sortir? Donc c'est vraiment ça. Et c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Ce qui caractérise cette troisième étape, c'est qu'on est épuisé. Toute personne en deuil vous le dira. Je pensais que le deuil n'était que la peine. En fait, le deuil, c'est d'abord de l'épuisement, physique et psychique, mais c'est d'abord de l'épuisement. Et donc, ça, c'est vraiment une composante qui invite vraiment fortement à prendre soin du corps au cours du processus de deuil. C'est essayer de s'alimenter du mieux possible. Ouais, j'ai pas envie. D'essayer de dormir, et si on peut pas dormir, peut-être des aides un peu naturopathiques, homéopathiques, et parfois même des médicaments, mais il faut dormir. C'est un marathon. Il faut vraiment pouvoir dormir. C'est comment prendre soin du corps. Ça peut être aussi, le corps est tendu, le corps est douloureux, donc c'est des massages, de l'activité physique. Et là, les gens me disent, mais j'ai pas envie
j'ai pas envie de bouger mon corps, j'ai pas envie. Or, on sait que il y a des études, plein d'études qui montrent que vraiment avoir une activité physique est une aide considérable pour la dimension corporelle du deuil. Mais on n'a pas envie. Et là, vous pouvez proposer quelque chose à quelqu'un qui vous dit j'ai pas envie. Il dit ok, t'auras jamais envie. Si on prend le module j'ai envie, j'ai pas envie, t'auras jamais envie. Je te propose un truc. On va rajouter le module ça m'est utile, ça m'est pas utile, les deux en même temps. Donc j'ai pas envie, ça m'est pas utile, on va pas faire. Hein. Ça m'est, j'ai pas envie, mais ça m'est utile, on va peut-être le faire. J'ai pas envie d'aller marcher dans le Valais, dans le Valais avec une copine qui me traîne par les cheveux pour aller, pas moi, mais non mais bon au revoir. Qui me traîne par les oreilles pour aller marcher dans le Valais, mais Valais dans le Valais, enfin il faut y aller. Hein. Mais j'ai pas envie, mais quelque chose en moi dit ça va être utile. À la fin de la journée, quelque chose va se passer, à la fois dans le lien de ce qu'on va partager, mais de fait de bouger ton corps. Et vous savez pas quel est le petit truc qui va aider quelqu'un. Et une patiente, elle, c'était ça qui l'a aidée. Dans tout, après plusieurs années, quand vraiment elle a été vraiment arrivée à un apaisement qui est la vraie promesse du processus de deuil, même si on garde des cicatrices, il y a une vraie promesse d'apaisement. Et je demande souvent aux gens, mais qu'est-ce qui au bout du compte vous a aidé? Et là, elle me disait, il y a un truc, ce truc-là. J'ai pas envie, mais c'est utile, mais ça m'est utile. Donc on sait jamais ce qui va tomber juste pour une personne donnée, parce que elle c'était, on m'invite à dîner, j'ai pas envie. Puis une autre petite voix elle disait, mais ça m'est utile parce que ça préserve le lien social, ça préserve le lien avec les amis, et des amis à qui on dit 10 fois, oh non j'ai pas envie, oh non j'ai pas envie, ils invitent plus. Mais si à un moment donné, dit oh viens et puis j'ai pas envie mais j'y vais quand même, eh bien il y a quelque chose qui se construit au bout du compte. Donc vraiment gardez ça. Hein. J'ai pas envie mais ça m'est utile. Et donc ce soi encore, c'est vraiment cette solitude, ce vécu dépressif, tout ça, vous voyez bien, la couleur est tristounette. Puis on se dit, mais ça dure combien de temps cette rue? J'aime pas donner les dates, et vous éteignez les caméras parce que je donne des dates, mais c'est des durées, mais c'est des grandes fourchettes, hein, des grandes fourchettes. On pourrait dire que je vais prendre juste le conjoint et enfant. On pourrait dire que le plus gros de la peine, c'est pas toute la peine, d'accord, hein, le plus gros de la peine, le plus aigu, le plus encombrant, le plus bouleversant de la peine après le décès d'un conjoint, c'est peut-être 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Hein, donc donc la troisième étape là, elle peut faire bien 2 ans. Hein. Imaginez. Hein. Pour un enfant, soyons clairs, c'est avant de pouvoir se dire, comme me dit des parents à un moment donné, je suis toujours dans la blessure de la perte de mon petit, mais je sais que je suis apaisé. Des parents peuvent le dire. Même si l'enfant est mort dans des situations épouvantables, c'est peut-être 4 ans, 5 ans ou 6 ans. C'est aussi long que ça. Ça veut pas dire qu'après 4 ans, 6 ans là, non, n'oubliez pas, il y a la 4e étape. Ça continue à travailler à l'intérieur, mais le plus gros qui fait qu'à un moment, le plus gros est derrière, et c'est pas qu'on dit qu'on se sent plus apaisé, c'est pas que les gens nous disent ah t'es plus apaisé, on se le dit à soi-même, dit je sens que quelque chose en moi est plus apaisé, et c'est peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Hein, donc c'est vraiment un temps qui est vraiment long. Conséquence de ce vécu de temps très long. 20h30, ça va, je continue. Hein. Oh. Super. Donc, je vais parler tout doucement. C'est tellement long, c'est tellement triste, c'est tellement sans horizon, c'est tellement fade, c'est tellement
la vie qui dit on va au boulot, on va en vacances hein, des fois, il y a des fêtes, ok. On est là, on arrive à être présent, puis en plus on n'a pas envie d'être une pauvre chose comme ça. Donc on est dans une vie en tout cas. Mais il y a quelque chose qui s'implante en soi, c'est tellement lent qu'on se dit, tu vois, ça, c'est ma vie tout le temps maintenant. Ça va tout le temps être comme ça. Je suis condamné à vivre ça tout le temps. C'est fini maintenant, c'est foutu. Foutu. Je vis ça tout le temps. Et quand il y a votre psy, là, le garçon là, qui dit non, il y a une quatrième étape, on reste pas. Le deuil n'est pas un état, c'est un processus. Dans la troisième étape, on vous croit pas. On vous croit pas. Et donc vous, quand vous verrez quelqu'un ou accompagner un proche qui a, peut-être ça fait 2 ans qu'elle a perdu son petit, ou peut-être 2 ans qu'elle a perdu son compagnon ou sa compagne, et qu'elle dit, tu sais, ma vie est terne, triste, c'est une espèce de truc dans une plaine qui est, ok, si je fais des choses, mais bon, c'est triste. Ça tout le temps comme ça. Vous dites, mais non, je t'assure que non. Elle vous croit pas. Elle vous croit pas. Parce qu'il y a vraiment rien dans votre expérience durant la troisième étape ne permet de vous faire sentir quelque chose d'autre que la troisième étape. Quelque chose d'autre que cette tristesse, cette vie sans horizon. Et donc, on peut paniquer. On peut avoir vraiment peur de se dire, c'est pas possible. Une vie comme ça, tout le temps comme ça. Et c'est pas le cas, mais c'est là où, pour moi vraiment, la troisième étape, c'est le temps le plus difficile du deuil. Surtout la jonction entre le deuxième, troisième. Et c'est au début oui, mais il y a tellement de protections psychiques qui sont là. Là, on est presque sans protection. On est vraiment en direct avec le réel tel qu'il est, et c'est la proie directe avec. On n'a pas le temps de parler des émotions parce que c'est un vaste sujet, mais en direct de sa colère, de sa culpabilité, de sa perte de sens par rapport aux choses. Donc vous voyez, c'est quand on imagine quelqu'un en deuil, on imagine en fait troisième étape, la vie. Et pourtant, il y a quelque chose qui se construit quand même. Attendez, avant ça. Troisième étape, c'est aussi le moment où on va arriver tout doucement à 12 mois. Hein? Donc la transition, c'est autour du 6, 7, 8, 10 mois. Et quand on arrive à la première date anniversaire, donc 12 mois après, il y a un processus qui est pas du tout décidé, qui est pas du tout conscient, mais qui se passe à peu près 15 jours, 3 semaines ou 1 mois avant la date anniversaire du décès. Il y a une espèce de réactivation de tout ce qui s'est passé 1 an avant. Par exemple, vous avez perdu votre compagnon ou votre compagne ou votre enfant le 1er mai. Eh bien, quand l'année d'après, vous arrivez au début avril, je dors moins bien, je suis plus angoissé. Puis il y a les images qui reviennent de l'an dernier, de l'hôpital. Ah oui, parce que le 8 mai, c'était la première hospitalisation, oui. Et puis on se refait le film. C'est pas qu'on décide de se le refaire, c'est un mécanisme spontané où il y a une espèce de reset qui fait qu'on revoit tous les événements et on voit arriver très souvent avec une grande appréhension cette date anniversaire. On se dit mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? C'est pour ça que si vous êtes professionnel ou même prof, hein, puisqu'on est dans ce contexte-là, et qui notez quelque part la date anniversaire, la date du décès. Par exemple, 1er mai 2023, parce que vous savez que la maman ou les parents de l'enfant à l'école, ou même l'enfant, peut avoir une espèce de fléchissement
émotionnel à ce moment-là, parce qu'il y a quelque chose d'assez étonnant. On retrouve les mêmes circonstances. La Terre a tourné autour du Soleil et elle revient au même endroit. Il y a peut-être un truc énergétique, il y a peut-être je sais pas quoi, mais en tout cas, il y a une réactivation de ce vécu émotionnel qui est normal, qui inquiète un peu si on n'est pas au courant, mais qui est complètement normal. Et c'est important d'avoir la date et de demander très clairement qu'est-ce que vous avez, peut-être une semaine avant, 2 semaines avant, une semaine, qu'est-ce que vous avez envie de faire ce jour-là? Qu'est-ce que vous prévoyez ce jour-là? Il y a des gens qui vous disent oh, ben, c'est le même jour que d'habitude. Non. C'est pas le même jour que d'habitude. C'est un jour qui a besoin qu'on pose des gestes, qu'on commémore d'une manière ou d'une autre. Soit dans les petites choses très intimes de soi à soi. D'un rituel, on va mettre une bougie dans une église. Enfin, on va se faire une grande promenade dans la montagne, en solitaire. Ou alors convier des proches pour une grande promenade dans le Velay. Et après terminer avec un partage où chacun amène un souvenir à la maison, on prend un verre tous ensemble et puis chacun amène un souvenir de la personne décédée. Enfin, quelque chose qui ritualise. Les rituels sont extrêmement précieux pour la première date anniversaire, mais pour la deuxième, mais pour la troisième. Et parfois, la première pardon de dire ça, si la première, on la vit, parfois c'est la deuxième qui est plus dure. Parce que la première, on est encore sous le choc. La deuxième, là, on n'est plus sous le choc, on est... ah oui, vraiment je vis sans toi. Et ça peut être... parce qu'on est en plein dans la troisième étape, cette réalité qui est là, cette réalité qu'on voudrait pas qu'elle soit là, mais elle est quand même là. Et donc voyez, vous avez donc la tonalité à la troisième étape. Et qu'est-ce que c'est cette troisième étape aussi? Ça permet de pointer quelque chose par rapport à la cause même de la souffrance. C'est un temps de souffrance languissante. Et pourquoi on souffre? Alors, faites attention à ce que je vais vous dire. Hein. C'est pas, on peut le prendre de façon détournée, mais pourquoi on souffre? On a identifié que le fait que souffrir procède d'une sorte de résistance au réel. C'est-à-dire, le réel est comme ça, mon petit est mort. Je veux que le réel soit autrement que ça. Je veux qu'il soit vivant. L'écart entre le réel tel qu'il est et le réel tel que je voudrais qu'il soit, ça s'appelle ma souffrance. La souffrance, c'est une résistance au réel. Et comment les gens disent, comment les gens demandent, mais comment arrêter de souffrir? Une des clés, et c'est tellement difficile à faire. Qu'est-ce qui se passe? Le réel peut pas cheminer vers vous. Le réel, il est inscrit. La seule chose que vous pouvez faire pour réduire cet intervalle, plus il est grand, plus la souffrance est grande, c'est que moi je chemine vers le réel. C'est-à-dire que je m'aligne, que je rencontre cette réalité telle qu'elle est, et que progressivement je renonce à ce que le réel soit ce que je voudrais qu'il soit. À savoir mon enfant vivant, mon compagnon, ma compagne vivante. Vous voyez, il est là. Et un des grands principes de l'accompagnement du deuil, c'est aider la personne à cheminer vers le réel. Et elle peut cheminer extrêmement lentement. Donc vraiment, munissez-vous de patience, parce que parfois la personne dit non, je veux pas. Je veux pas accepter ce réel. Parce que pour plein de gens, accepter le réel tel qu'il est, c'est renoncer à quelque chose du lien avec la personne. Et puis derrière la souffrance, vous avez cette idée fausse, mais qui est là présente, c'est que si je lâche la souffrance, je lâche le lien. Je veux pas moins souffrir parce que par ma souffrance, je suis en lien avec toi. Et si je souffre moins, je vais être moins en lien avec toi. Or, vous pouvez demander à la personne, du vivant de cette personne-là, votre lien était construit sur la souffrance? Il dit, mais non, il était construit sur l'amour. Ok.
Donc pourquoi tu dis maintenant que la souffrance est ce qui crée le lien? Parce que je peux plus exprimer mon amour. Ah bon, tu aimes plus la personne? Mais si, je l'aime. Alors comprends, ta souffrance, elle parasite le lien d'amour. Mais elle se mixe tellement avec souffrance et amour se mettent tellement ensemble que tu as l'impression que si tu enlèves la souffrance, tu vas enlever le lien d'amour. Non. Apaise cette souffrance-là, ce qui veut dire rencontre le réel tel qu'il est, et progressivement tu vas te rendre compte que se révèle l'amour qui a toujours été là et qui est la cause première de votre lien. Renonce à la souffrance comme quelque chose qui crée le lien. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu peux apaiser ta souffrance, tu ne vas pas perdre le lien. Et pourtant, c'est fort chez plein de gens. Hein. Il y a plein de gens qui n'osent pas, qui ont peur de moins souffrir, parce qu'ils ont l'impression que ils trahissent. Et moins souffrir, c'est quoi? C'est pouvoir se permettre de pas penser 5 minutes pendant une soirée à la personne. Et on dit, j'ai pas pensé à elle pendant 5 minutes, je la trahis. Je l'abandonne et il y a la culpabilité qui vient derrière. Donc vous voyez, c'est cette idée de souffrance, d'attachement à la souffrance, de compréhension que la souffrance est une résistance au réel. C'est une notion qu'on peut comprendre quand on n'est pas dedans, mais quand on est dedans, c'est compliqué à lâcher. C'est compliqué à comprendre. Mais voilà, c'est ça aussi la troisième étape. Hein. C'est aussi tisser de cette souffrance avec laquelle on a un rapport très ambivalent parfois. Je voudrais qu'elle reste parce que le lien reste. Mais j'ai envie d'arrêter de souffrir. Mais arrêter de souffrir veut dire que c'est en contradiction avec quelque chose que je veux préserver. Enfin, c'est un peu compliqué. Bon. Donc vous voyez là, on est dans un temps qui est la nuit de l'âme. Hein. On est vraiment dans le temps difficile. Et on peut se dire ça va durer tout le temps. Et pourtant, c'est un processus. Et ce processus, il n'a pas que 3 étapes. Hein. 3 étapes, là c'est la déstructuration de tout ce qui tenait. Il y a une 4e étape qui est la restructuration. Alors, on n'est pas dans des tranches de saucisson. Hein. Première étape, c'est une tranche de saucisson. 2e étape, c'est une tranche de saucisson. 3e étape, c'est très mouvant. Mais il n'y a pas de retour en arrière. Hein. Ce que je vous décris, c'est un processus qui marche en avant. Hein. Il n'y a pas de marche. Quand on est 3e étape, vous ne pouvez pas retrouver la dynamique de la 2e étape. Ça fonctionne pas. Mais la 4e étape, c'est à un moment donné quelque chose qui démarre par petites touches très subtiles. Ça peut même commencer déjà pendant la 2e étape. C'est très subtil et progressivement, on commence à entendre la musique de cette 4e étape. Hein, je vais vous dire de quoi elle est faite. Hein, mais c'est tout doucement. Et cette 4e étape, elle s'affirme de plus en plus en soi. Et au bout du compte, cette 4e étape, ce sera tout le temps. Ça s'arrête jamais, la 4e étape. C'est pour ça que cette expression de faire son deuil, qui suppose un début, un milieu, une fin, c'est fait. C'est complètement absurde, parce que la 4e étape ne termine jamais. Et on va voir pourquoi. Ça termine jamais, parce que c'est en lien avec le lien, justement. Une image pour vous représenter combien c'est subtil la 4e étape et qu'on le voit pas du tout au début quand ça arrive de façon très clairsemée. Imaginez, vous avez 2 grosses enceintes qui diffusent du hard rock, hyper fort, et à côté une petite enceinte qui diffuse une petite musique, petite sonate de Mozart. Elle joue, et là c'est assourdissant. Et progressivement, vous diminuez le son. Et la petite sonate qui joue, on n'entend rien. Et là, on l'entend. Et vous baissez le son tout doucement. Et progressivement, le son commence à être suffisamment bas pour que vous entendiez quelque chose. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend là? Il y a quelque chose qui est en train
qui se fait entendre que j'entendais pas avant. Puis plus vous diminuez, et le son du hard rock, en fait, c'est la souffrance qui diminue, qui trouve son chemin, qui s'intègre progressivement dans le courant de la vie, et qui diminue progressivement, et on commence de plus en plus à entendre une autre musique, quelque chose d'autre qui est une musique différente, la musique de la 4e étape. Et c'est quoi en essence la 4e étape? C'est en fait tout doucement, très subtilement, une modification d'un rapport à 3 choses. C'est une modification subtile d'abord de la relation avec la personne qu'on a perdue. On est d'accord, hein? On est à plusieurs années, hein? 2 ans, 3 ans, d'accord? Mettez pas ça 2 mois après, hein? Il n'y a pas de 4e étape là, on est vraiment dans déjà un temps où on a traversé pas mal de vallées et de déserts, hein? Mais là, on commence à sentir, mais tiens, le lien qu'on pensait rompu, il y a quelque chose de tout doucement, qui commence à prendre une autre couleur, une autre tonalité. C'est plus doux. Peut-être des souvenirs qu'on n'arrivait pas à rencontrer ou des photos qu'on n'arrivait pas à regarder. On peut arriver à les regarder peut-être déjà depuis un certain temps. Mais il y a quelque chose qui se pacifie. Parce que le fait de passer d'une relation extérieure à une relation intérieure a aussi un effet assez incompréhensible qui est ça a tendance à pacifier le lien. Bon. Si le lien était conflictuel, difficile, très, très douloureux, l'intégration du lien va aussi porter quelque chose de cette douleur, de ce conflit de lien. Mais quand même, dans une grande majorité des cas, ce lien a tendance à être beaucoup plus doux dans l'intégration. Donc c'est redéfinition de son rapport à la personne qu'on a perdue. Et c'est là où on commence à comprendre ce que le gars en thérapie disait, que on change la relation à l'autre de façon non sensorielle. Parce qu'effectivement, on sent quelque chose du lien, mais c'est plus véhiculé par des photos. C'est pas véhiculé par des paroles. C'est pas véhiculé par des pulls ou des touchés. Une espèce de présence de l'autre, qui tout doucement, au fil des années, hein, se tisse avec le courant de votre être. Ça se tisse ensemble, comme un tissu où on verrait pas, où les trames se mélangent, et ça devient intrinsèquement soi. On sait plus où on commence, on sait plus où on finit, on sait qu'on a un arrière-plan, tout le temps la personne, mais elle est en arrière-plan, elle n'est pas au premier plan, parce que on s'offre la possibilité de penser à d'autres choses, et de pas forcément penser à elle, mais on est rassuré, ce qui n'était pas le cas au début de la 2e étape, par exemple, on est rassuré sur le fait que si j'y pense pas 1 heure parce que j'ai un truc à faire, ou hop, Béatrice, pouf, ça revient. Pierre, pouf, ça revient. On est rassuré sur le fait qu'on n'a pas oublié, parce que elle est tissée dans le même courant d'être que soi. Et c'est ça la 4e étape. Et c'est pour ça que ce lien-là, il dure à tout jamais, parce que c'est une relation qui continue. La relation intérieure, la relation extérieure continuait, il y avait des événements, mais il y a des choses intérieures qui continuent. On bouge soi-même, on change sa vision du monde, et forcément, la relation avec la personne évolue. Un papa me disait qu'il avait perdu une petite fille de 6 ans, à l'âge de 6 ans. 10 ans après, il me disait, des fois le matin, je me réveille, j'ai une petite fille de 6 ans dans la tête. Et puis, d'autres fois, je me réveille, j'ai une jeune fille de 16 ans. Puis je lui dis, bon ma chérie, là j'ai un conseil d'administration un peu difficile, tu vas aider ton papa. Un rapport donc, est très doux, très serein. Vraiment, c'est la promesse du processus de deuil. C'est une vraie promesse.
Si on crée les conditions pour vraiment être accompagné, si vraiment on ne met pas d'obstacles majeurs, et la plupart du temps on n'en met pas, dans l'immense majorité des cas, ce lien, il se construit et on peut le nourrir. On peut le nourrir avec des écrits, on peut le nourrir avec des choses aussi qu'on fait au nom de la personne. Par exemple, s'engager dans une association en ton nom, faire une course contre le cancer tous les ans en ton nom. Des choses très très douces qui fait que votre identité est plus la même. Mais on y reviendra tout à l'heure. Donc ça, c'est modification du rapport à l'autre. Et il y a un tel soulagement, tout doucement, au fil des mois, des années qui s'installent en disant « je souffre plus comme avant ». Et à ce moment-là, on sait intrinsèquement qu'on ne pourra plus revenir en arrière. On sait qu'à un moment donné, on ne peut plus revenir dans la souffrance d'autrefois. Ça ne veut pas dire qu'il y a un truc qui s'appelle le manque qui disparaît. Le manque reste tout le temps dans une vie. Ressentir le manque n'est pas la signature que le processus de deuil ne s'est pas harmonieusement déroulé. Le manque, c'est quelque chose en fait qui appartient tout le temps au présent. Donc qu'est-ce que je veux dire ? Vous avez perdu votre enfant. Pardon pour les enfants. Je suis que dans les enfants, mais je m'occupe de parents. Vous avez perdu votre enfant qui avait 5 ans ou à 10 ans. Et 10 ans après, vous êtes en train de visiter le Grand Canyon. Puis vous regardez cette merveille de la nature, vous dites oh, il aurait adoré, quoi. Mais il aurait adoré. Et donc, le présent rappelle l'absence. Et ça, c'est le manque. Et donc, même dans 30 ans, une situation du présent va s'émerger et c'est « Oh, j'aimerais que tu sois là ». Le manque. Mais c'est pas parce que le manque est là que ça veut dire que le processus ne s'est pas fait. Donc, vraiment, les gens qui disent « Oui, mais j'ai pas fait mon deuil ». Parce que il y a encore le manque et la douleur à Noël. Mais oui, c'est normal. Tu as eu un trauma, tu as eu une blessure. Tu peux jamais te demander que ce soit comme avant. Il y a quelque chose qui est mort. L'insouciance est morte, oui. Mais c'est ça les cicatrices. Il y a eu un trauma, il y a un processus de cicatrisation qui est là. Et le manque, ça fait partie de ce truc qui ne s'apaisera jamais. Il sera plus doux au fil du temps. Mais le manque est toujours là. Donc ça, c'est par rapport à la redéfinition du rapport avec la personne qu'on a perdue. Il y a un autre niveau qui est redéfinition de son rapport. Redéfinition de son rapport au monde, à l'extérieur. Aux autres, déjà. On se rend compte qu'on est moins en colère contre les autres. Que les autres nous énervent moins parce qu'ils savent pas comment s'y prendre avec notre deuil et que vraiment ils s'y prennent parfois comme des manches, hein, avec des paroles tellement idiotes, des commentaires tellement hors de propos. Et on a été en colère au début, hein, les premiers mois, les premières années, on leur en veut presque d'être aussi maladroit ou d'être si peu bienveillant ou d'être si peu présent. Et à un moment donné, dans la 3e étape, on a traversé tellement de trucs qu'il y a aussi une redéfinition par rapport aux autres où on arrive peut-être qu'on garde des rancœurs, hein, parfois, mais à plus pacifié. En tout cas, le monde devient de moins en moins un lieu hostile. Un lieu où on en veut tout le temps. On a peut-être retrouvé une espèce de mode d'emploi de comment vivre la vie. Et on peut même accepter de dire, tiens, je peux t'investir. On peut investir le monde, alors qu'on avait l'impression d'avoir été laissé sur le bas-côté. On peut même accepter de lâcher des choses. Par exemple, peut-être après 2 ans ou 3 ans, on a perdu son compagnon, sa compagne, on sent la solitude, c'est dur, et puis on rencontre quelqu'un, puis on se dit, je suis un peu amoureux là quand même. Et puis on peut faire une vie peut-être ensemble, et puis on
se remarie ou on crée une autre relation. Et puis c'est ok pour soi intérieurement parce que le lien avec la personne rend ça possible. On se rend compte que le cœur est tellement grand qu'il peut y avoir un lien à tout jamais avec la personne qu'on a aimée, mais que le cœur est tellement grand qu'il peut y avoir aussi. On peut inviter une autre personne, tout comme un parent qui a un enfant. Et puis quand l'autre enfant arrive, il dit mais comment je vais pouvoir aimer autant cet enfant qui arrive par rapport à l'autre enfant? Mais une fois qu'il est là, on dit mais j'aime les deux. C'est la même chose. C'est tout bête, hein. Mais comment je pourrais aimer quelqu'un aussi fort que j'aimais mon compagnon ou ma compagne? Quelqu'un d'autre arrive et puis on dit mais on peut aimer deux personnes à deux niveaux différents. Bon, c'est pas simple pour la personne qui arrive après. Hein, c'est pas facile d'être aimé quand on est d'être aimé quelqu'un qui est en deuil même plusieurs années après. C'est pas simple de trouver sa place. Mais ça fait partie du travail de la 4e étape, de réinvestir le monde, trouver sa place, retrouver les justes espaces. Donc au bout du compte, il y a une espèce la 4e étape, redéfinition du rapport aux autres et au monde. On fait un peu plus la paix avec le monde. Et le monde redevient un lieu qui est porteur d'opportunités, de plaisir, de joie, de découverte. Hein. C'est plus un monde hostile où on accepte de vivre sans la personne qu'on a perdue. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui s'est passé. Parce qu'on a créé le lien et qu'on sait qu'on ne la perdra jamais, on peut investir le monde. Donc il faut travailler dans le deuil sur les deux. Créer le lien intérieurement, parce que ceci va créer les causes, la base, la fondation, pour pouvoir réinvestir le monde, sans avoir l'impression de trahir ou d'abandonner. Donc c'est les deux mouvements en même temps. Et ça, c'est vraiment beaucoup 3e et beaucoup 4e étape. Et puis le 3e élément qui est le cœur du truc, hein, il y a 4e étape qui se construit tout doucement par tant de questionnements sur le sens des choses. Mais qui suis-je? C'est quoi aimer? C'est quoi exister? C'est quoi la vie? Pourquoi tout ça? Enfin, c'est une modification, une redéfinition de son rapport à soi-même. Qui je suis devenu maintenant? Par le fait d'avoir vécu ça, d'avoir vécu, d'avoir traversé ces vallées de larmes, d'avoir traversé ces incompréhensions, ces peurs, ces émotions, ces colères, ces culpabilités, c'est qui je suis maintenant, quelle est la personne que je suis devenue. Et ça, c'est vraiment un des enjeux importants du chemin du deuil, hein. Déjà, une chose qu'on peut dire, ce que je suis devenu, c'est pas quelqu'un qui est, dans l'immense majorité des cas, détruit. L'être humain, il est absolument incroyable, dans sa capacité à confronter les ouragans. Je suis parfois, mais ébahi quand je vois arriver dans des 4e étapes des mamans ou des papas qui ont vu leur enfant être tué sous leurs yeux par un fou furieux. Mais on peut se dire, mais c'est pas possible, on va pouvoir, comment on peut? L'être humain, il est capable d'avoir, grâce à l'intelligence fondamentale de son être qui œuvre à ça, de pouvoir construire quelque chose qui fait que cet être vous dit, j'ai une blessure à tout jamais en moi, une énorme cicatrice, mais je peux dire aujourd'hui, je suis apaisé. Et ça, c'est la 4e étape. Je suis apaisé, et ça veut dire quoi d'être apaisé alors que j'ai vécu ça? C'est qu'est-ce qui a changé en moi? C'est quoi mon paysage intérieur qui est différent? Qu'est-ce que j'ai pu même, chose qui était impensable dans les premiers temps, qu'est-ce que j'ai pu acquérir en termes de connaissance de moi, en termes de sagesse parfois, en termes de compréhension des autres, en termes de bienveillance? C'est ça aussi. Mais il faut pas s'y tromper. La 4e étape, c'est reconstruction par rapport à soi. Mais soyons clairs, c'est pas forcément toujours reconstruction harmonieuse. Très souvent, mais pas toujours. En fait, c'est un grand spectre du moins vers le plus. Le moins, c'est quoi? C'est se reconstruire, mais peut-être, ou l'extrême là, peut-être sur
tellement blessé parce que ça a été tellement violent ou ça a tellement ébranlé qui on était, les fondements même de son être, qu'on peut se reconstruire peut-être 3 crans en dessous de qui on était avant. C'est pas que le deuil s'est pas fait ou qu'il s'est pas fait harmonieusement, c'est que la personne n'a pas eu d'autres possibilités de se reconstruire autrement. Hein, peut-être qu'elle s'est pas donné les moyens d'être accompagnée de façon appropriée. Peut-être qu'elle avait déjà des fragilités préexistantes qui ne rendent pas possible le fait de se reconstruire de une autre manière. Hein. Et vous avez tous les cas de figure. Vous avez des personnes qui, assez étonnamment, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose, mais comme s'il n'y avait rien qui avait été appris. Comme s'il n'y avait aucune réflexion, comme s'il n'y avait rien. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, c'est ainsi. Puis vous avez un peu plus par là des gens qui peuvent se reconstruire avec quelque chose qui est un gain en profondeur. Un autre regard sur les autres. Vous savez, c'est terrible. Hein. Souvent, quand on a été confronté à la souffrance, c'est là que le cœur s'ouvre. Quand on est confronté à la souffrance, c'est là où on apprend la compassion, c'est là où on apprend la bienveillance par rapport aux gens. Donc on a tellement morflé que souvent c'est là où on se rend compte que on est peut-être plus attentif à une maman qui a perdu son petit aussi. Hein, on peut être en mesure ou un petit enfant qui est là ou un copain qui a un visage un peu fermé. Ça va toi? Oui, ça va. Attends, ça va toi? Puis là il s'effondre en larmes avec vraiment un truc de plus. Oser plus. Avoir moins peur. Ça rend un peu moins effrayé dans les rapports aux gens, souvent, j'ai remarqué. Hein, quand on est dans des configurations vraiment bénéfiques. On ose plus. On ose aller au-devant. On ose des choses beaucoup plus ouvertes dans le corps. Donc, vous voyez, c'est pas forcément harmonieux, mais très souvent, ça l'est quand même. Et c'est au bout du compte, c'est qui je suis, ce jeu, c'est vraiment ça qui va être aussi malaxé tout le temps. Tout le long de votre vie, hein, et même votre dernier jour de vie, vous serez quand même peut-être toujours quelqu'un qui a perdu un jour, il y a très longtemps, il y a 50 ans, un enfant, ou il y a 30 ans, un compagnon ou une compagne. Hein. Même quand vous allez mourir, hein, on continue à être traversé par ça, donc il n'y a pas de fin de deuil. La 4e étape ne se termine pas. Se termine jamais. Et donc, vous voyez, c'est ça le processus de deuil. C'est une espèce de grand mouvement dont il ne faut jamais, je me répète là, mais c'est important, dont il ne faut jamais perdre le côté bénéfique, bienveillant, qui œuvre en nous à apaiser une souffrance qui, si on devait le faire consciemment, on n'y arriverait pas. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Vous mesurez bien qu'il y a tellement de choses à apprendre de ça, tellement de choses à comprendre pour que vous soyez en mesure d'aider les gens, mais pour que vous soyez en mesure de vous aider vous-même. Vous êtes en lien avec des gens que vous aimez, forcément vous allez perdre des gens que vous aimez. C'est le propre même d'être un être humain et d'aimer. Quand on aime, on perd. Et quand on perd, automatiquement, on est un processus de deuil. Et si on comprend ce qui se passe pour soi, ça enlève en rien la souffrance. Hein. Là, quand j'ai perdu ma maman il y a 12 ans, j'étais le pro du deuil, mais elle est morte. Et j'étais malheureux comme les pierres, mais cette connaissance aidait à donner un contenant à cette souffrance-là qui était présente quand même, et ça donnait un contenant. C'est ça aussi. Vous pouvez, vous, là où vous êtes, être un contenant pour vous-même et un contenant pour les gens que vous accompagnez. Pas de façon psy, juste dans de l'amitié, juste dans un truc très, très, très doux. Et vous savez pas là où vous allez faire du bien. Donc, déployez, essayez d'apprendre de ce processus de deuil, essayez de le comprendre dans ses finesses, de creuser un peu plus. C'est quoi la culpabilité dans le deuil? C'est quoi la colère dans le deuil? C'est quoi ces différentes étapes dans le détail? Parce que vous allez vous approprier une connaissance humaine que pas beaucoup de gens ont.
Et là, vous êtes là ce soir, je vous ai déposé une petite graine, je vous en supplie, faites-la croître. Parce que, vous savez, on est combien? On est 150 là, à peu près, là. On est 150. À chaque conférence, je termine toujours de cette même manière-là, parce que à un moment donné, il y a là quand ce bouquin est sorti, Vive le deuil jour le jour, la première version, c'est la quatrième. La première version, c'était en 95. C'est loin, hein. Il y avait des dinosaures encore dans les rues. En 95, on parlait pas du tout du deuil, mais il y a un effet de masse. De conférence en conférence, de personnes, même toi Christine, qui travaillent sur le deuil des enfants, le deuil à l'école, ça a grandi au fil des années. Et plus ça grandit au fil des années, plus ça réduit ce tabou sur le deuil. Plus ça réduit progressivement l'isolement des personnes qui sont enfermées dans leur souffrance et qui n'ont aucun relais. Il y a des associations qui se sont créées, et des formations qui se sont créées. Et donc, il y a plein de choses. Et donc là où vous êtes, vous aussi, vous pouvez contribuer à monter jusqu'à ce qu'il y ait une masse critique qui fait qu'à un moment donné, notre société va avoir un vrai autre regard sur le deuil et va vraiment accompagner avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de détente, beaucoup moins de crispation ce processus de deuil. D'accord? Donc à vous de jouer là. Hein. Vous laissez pas la conférence passer comme ça. Vous vraiment vous entrez et vous mesurez pas combien vous pouvez faire un bien énorme avec des tout petits moyens. Ok? Je compte sur vous. Merci beaucoup.